je présente un peu le cadre dans lequel je fais notre présentation sur la Palestine. La première des choses, c'est qu'à Québec solidaire, la vision qu'on développe, elle s'inscrit dans des principes. Le pacifisme et l'antimilitarisme, aussi l'altermondialisme, donc pour une autre mondialisation, et la solidarité internationale, la démocratie, la liberté, l'égalité, la question de la justice sociale et la lutte contre le racisme et l'impérialisme. Alors, c'est des choses qu'on pourrait développer ensemble, si vous voulez. Mais donc, notre vision de la question palestinienne, de la question de ce qui se passe en Israël et au Moyen-Orient en général, s'assoit sur ces principes. Je vais maintenant avec un petit peu d'histoire. Alors, contrairement à d'autres pays, cette histoire-là remonte à il y a au moins 2000, sinon 3000 ans, sinon 4000 ans. Alors, ça donne un peu de profondeur. Mais disons globalement qu'il y a eu un État juif qui a existé entre 1000 et 0. Il y a eu à quelques périodes un État juif dans cette région-là. Et il y a eu, il y a 2000 ans, des révoltes contre l'Empire romain, parce que l'Empire romain a conquis toute la région. Et suite à ces révoltes-là, il y a eu répression. La Judée, à l'époque, a été rasée. La ville de Jérusalem a été rasée. C'est devenu des légions romaines qui avaient seulement le droit d'habiter là. Et c'est là qu'est arrivée la diaspora. Ce qu'on appelle la diaspora, c'est le fait que les Juifs de l'époque, il y a 2000 ans, se sont dispersés un peu partout. Et quand on dit se disperser, on parle de diaspora et de métissage, hein, parce qu'on s'entend que les Juifs qui viennent de Pologne, par exemple, les Juifs qui viennent du Maroc, ben, c'est du monde qui ont été métissés, mais qui ont continué de maintenir la religion juive et qui ont survécu dans l'Europe et dans le monde arabe pendant ces années, pendant les 2 derniers millénaires. Du côté du siècle passé, quand on regarde la Palestine, cette région-là de la Palestine, hein, on s'entend entre l'Égypte et la Syrie, la Jordanie, au sud du Liban. La Palestine, ça faisait partie d'un empire qui s'appelait l'Empire ottoman. C'était les Turcs qui étaient là il y a 150 ans. Et lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, les Français et les Anglais ont envahi le Moyen-Orient et se l'ont séparé. Donc, les frontières aujourd'hui de l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, c'est des frontières que les Français et les Anglais se sont dessinées sur des cartes comme ça après la Première Guerre mondiale. Et c'est comme ça que les Anglais, les Britanniques, ont eu le mandat de gérer la Palestine. Hein. Et ce qui est arrivé, parallèlement à ça, c'est qu'en Europe, à partir de la fin du 19e siècle, les Juifs d'Europe, des Juifs d'Europe se sont organisés dans un mouvement qui s'appelle le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste, c'est le mouvement d'immigration organisé des Juifs d'un peu partout sur la planète vers la Palestine. Le principal problème avec le sionisme, c'est que dans leur principe, il y avait un pays sans peuple pour un peuple sans pays. Parce que les Juifs vivaient de la répression très forte en Europe, particulièrement dans les pays de l'Est. Parfois même des massacres. Mais il n'y avait pas de pays sans peuple. Parce que la Palestine, il y avait du monde qui habitait là avant. Et l'Empire britannique, qui gérait la Palestine, en accord avec le mouvement sioniste, ont établi en 1917, ont fait la déclaration de Balfour, et c'est là qu'ils ont décidé d'être favorables à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Ben, excuse-moi, mais il y avait 3 possibilités. Oui, il y avait l'Ouganda, puis on pensait l'Alaska. L'Alaska. Il y en a qui parlaient de l'Argentine. Madagascar. Aussi. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions dans le mouvement sioniste, mais ils se sont entendus sur la Palestine et les Anglais leur ont ouvert la porte. Alors, une deuxième question qu'on peut se poser, c'est de quel droit les Anglais ont donné la Palestine au mouvement sioniste, alors que ça aurait dû être au monde sur place à décider de leur avenir. Et ça s'est tout passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu extermination de 6 millions de Juifs, particulièrement des camps de concentration et des camps d'extermination, qui ont été mis en place par l'Allemagne nazie.
Et donc, il y a eu un massacre, un génocide historiquement d'une très grande ampleur durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'il faut se rappeler, je pense, par rapport à ça, bien sûr, là, en plus de la dénonciation de cette barbarie-là, c'est que malheureusement, encore aujourd'hui, certaines personnes justifient la création et justifient la création de l'État d'Israël et l'occupation par ce génocide. Et il faut se rappeler que ce sont les extrémistes de droite allemands, les nazis, qui ont exterminé les Juifs. Et ce ne sont pas les Palestiniens. Ce ne sont pas les Palestiniens qui ont créé ça. Ce n'est pas à eux à payer aujourd'hui pour ce qui a été fait par la droite européenne. Et on se retrouve donc avec la création de l'État d'Israël en 1947, puis une guerre en 1948, qui a permis l'agrandissement d'Israël et qui a créé, qui a poussé 700-750 000 réfugiés palestiniens en dehors de leur terre. On voit ici des cartes que vous voyez souvent. Je pense que vous avez même une copie en face de vous. Donc, c'est une autre version, mais c'est toujours à peu près la même chose. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la carte de la Palestine de l'époque, sous mandat britannique. Ce qu'on voit ici, c'est les colonies juives de l'époque. Et le reste, c'était sous occupation, pas sous occupation, mais c'était la population palestinienne arabe qui était là. Et quand on dit palestinien arabe, c'est majoritairement des Arabes sunnites, mais il y avait aussi beaucoup d'Arabes chrétiens et des Druzes, qui sont une forme de chiites et ismaéliens. Ouais, c'est musulman, mais de l'autre sorte. Mystérieux. En tout cas, disons, c'est plus pas traditionnel. Oui, c'est ça, c'est un autre sorte. Oui, absolument. Ils ne se mélangent pas. Donc, les Palestiniens sunnites, chrétiens et druzes. Et ce qu'on voit ici, c'est le plan de séparation. Donc, de 1947, mais après 1947, il y a eu la guerre de 1948, et on voit tout de suite ici que là, la Palestine qui était prévue a perdu des bons morceaux, entre autres dans le nord, et là, on se retrouve avec la frontière telle qu'elle devrait être, disons. Sauf qu'il y a eu toute une série de conflits, je ne vais pas dans le détail, on pourrait y revenir, mais qui a mené en 1967 à la guerre de 6 jours, et durant la guerre de 6 jours en 1967, c'est à partir de ce moment-là que les deux parties qui sont la Cisjordanie, Cisjordanie, ça veut dire avant le Jourdain, le fleuve Jourdain est ici, et Gaza, la bande de Gaza, cette petite partie-là, ici, c'est tout petit ça, mais c'est 1,5 million de personnes qui habitent ici. Ces deux parties-là ont été envahies. Et depuis, c'est ce qu'on appelle les territoires occupés. En fait, ici, c'est plus occupé, ici, c'est plus encerclé. Et suite à toute une série de mouvements, donc suite à l'occupation, la puissance occupante, c'est-à-dire l'État d'Israël, a organisé de la colonisation. Et ce que ça veut dire, c'est que la colonisation a grugé le territoire, ici, palestinien, qui restait. Et là, c'est, selon l'accord, les derniers accords qu'il y a eu, ce qu'on appelle la Palestine. Alors, vous voyez à peu près ce que ça ressemble. On va le regarder plus en détail tantôt. Puis la petite bande de Gaza, et puis comme une série d'îlots, comme ça, qui flottent un peu dans les airs, dans cette région. Je ne fais pas l'historique des guerres, mais disons que c'est toute une série de conflits de 48, 56, la guerre de Suez, la guerre de 6 jours dont je viens de vous parler, la guerre du Kippour, la guerre au Liban, avec l'occupation du Sud-Liban. Donc, la présence israélienne au Moyen-Orient a été dédoublée d'une toute une série de guerres qui a lieu avec les pays autour. Ces guerres-là s'inscrivent en grande partie dans le conflit, dans la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS à l'époque influençaient une partie et l'autre. Et depuis une vingtaine d'années, toutes les mouvances islamistes, entre autres liées aux monarchies du Golfe et à l'Iran, sont aussi liées à ces conflits-là. Donc, c'est des conflits locaux, mais qui ont aussi des ramifications internationales qu'on pourra regarder. Et tout au fil de ces guerres-là, ça a culminé avec des intifadas, la première, donc des soulèvements du monde qui habitait dans les territoires palestiniens occupés, et après, à des négociations de paix. Et ça ici, je vais insister parce que c'est très important pour comprendre encore la situation aujourd'hui. Dans les années 90,
il y a eu des négociations de paix entre Israël et la Palestine, entre l'OLP, qui regroupe les forces, disons, laïques et de centre et de gauche en palestinienne, et c'était Yasser Arafat qui était le leader, et l'État israélien. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les négociations de paix, pendant qu'ils négociaient, les Israéliens ont doublé le nombre de personnes qui habitaient dans les colonies. Ça veut dire qu'ils construisaient des colonies, puis ils grugeaient le territoire des Palestiniens durant les négociations. Et c'est dans ce contexte-là que les négociations ont sauté et que la seconde intifada a commencé. Et je le souligne maintenant parce que ça va aider à comprendre aussi, puis vous allez voir, je vais parler aussi souvent de ce qui se passe en Israël aussi, parce qu'on pense au côté palestinien, mais le côté israélien est important à comprendre aussi. Le mouvement pour la paix israélien a poussé pour ces négociations-là, et c'est la gauche, c'est-à-dire les travaillistes israéliens, qui ont négocié cette paix-là, et c'est eux qui ont doublé le nombre de colonies. Donc, on s'est retrouvés en Israël en disant, ben là, ceux qui étaient le plus pour la paix dans notre gouvernement ont manqué les négociations. Et on a mis ça, et la gauche et la droite, sur la faute des Palestiniens. Donc, on se retrouve en Israël avec une grande majorité de la population qui est hostile et qui tire un bilan très négatif là, de cette période. On peut faire une petite parenthèse? Oui, mais j'en permettrai pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... Oui? Alors, j'y vais, puis après, on pourra y aller sur les choses importantes parce que vous avez vu, j'ai passé 8 ou 9 guerres, là, vite. Il y a des choses importantes à travers tout ce que tu dis. Oui, c'est ça, puis ça va être important d'y revenir là, pour le fond. Et depuis, ben là, il y a eu toute une série d'autres guerres. Au Liban en 2006, Gaza 2007, Gaza 2009-10, Gaza 2012 et Gaza 2014. Donc, qui sont plus des attaques. Moi, j'appelle pas ça des guerres, parce que pour avoir des guerres, ça prend 2 armées. Et on se retrouve avec une des armées les plus puissantes de la région, l'armée israélienne, qui est aussi une puissance qui est aussi une puissance nucléaire. Et les mouvements... Deuxième plus grand fournisseur en armes au monde. Et les mouvements palestiniens, par exemple, et les mouvements palestiniens qui sont des mouvements qui n'ont pas d'armée, l'État palestinien n'a pas d'armée, et donc qui luttent avec des armes très inégales. Je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé cet été. On pourrait y aller beaucoup plus en détail, je suis certain, mais je veux juste... ça donne un peu le frame de base, hein, la logique de base. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, ça, je ne l'ai pas écrit, mais cet été, les deux mouvements politiques en Palestine, d'un côté l'OLP qui est en Cisjordanie et le Hamas qui est en Gaza, ont commencé des négociations pour s'unifier, pour refaire un gouvernement unifié parce qu'ils étaient séparés. Et là, lorsqu'on est presque venu à l'aboutissement de cette négociation-là, il y a eu en juin 2014 le meurtre de 3 adolescents israéliens. Irrésolu. On ne sait pas c'est qui l'a fait. Tout de suite, le Hamas, qui a été accusé par le gouvernement de Netanyahou, s'est dit que c'est pas eux et que c'est pas leur style non plus. Et on pourra y aller là, dans tous les détails si vous voulez. Mais c'est sur cette base-là qu'il y a eu une grosse campagne en Israël, des mobilisations et finalement une attaque systématique, si on veut, là, de la Cisjordanie, où 400 sympathisants et membres du Hamas ont été arrêtés, 9 civils palestiniens tués, et il y a un adolescent palestinien qui a été brûlé vif par des extrémistes israéliens. Alors c'est ça le deuxième acte, si on veut. Et en réaction à ça, ben, le Hamas a commencé à tirer des roquettes de la bande de Gaza vers les villes israéliennes. Et après, ben, ça a été l'attaque qu'on a connue, avec au final 66 soldats israéliens morts et 6 civils du côté israélien. Et 2147 morts, donc 81% de civils, pour ce qui est des Palestiniens. Et ça, ces chiffres-là, vous allez voir, là, mais c'est fictif un peu. C'est les chiffres habituels de ce type de conflit-là. Donc, on est proche entre du 1%, 1%. D'ailleurs, on le voit ici, là, je ne fais pas de la grande comptabilité, là, mais ce que vous voyez en jaune, c'est depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de morts, je pense que c'est par semestre, là, palestiniens. Et ce que vous voyez en tout petit, au bout,
c'est les nombres de morts israéliens. Donc on voit que gris, là, c'est ce qui est en gris. c'est ça, le petit bout en gris, Ouais. ça c'est les morts israéliens, puis ce qui est en dessous, c'est les morts palestiniens. Donc vous les voyez un petit peu là, qui apparaissent des fois au bout. Majoritairement des civils toujours. Majoritairement des civils. Dommage collatéral. Depuis l'État d'Israël, il existe aujourd'hui. C'est un État, pour se donner en tête, l'État d'Israël, c'est quoi? C'est un petit peu plus que 8 millions d'habitants. C'est 75% de juifs, donc il y a quand même une forte minorité d'Israéliens qui ne sont pas juifs en tant que tels. Donc principalement les Arabes sunnites, dont des Bédouins, mais aussi des chrétiens et des Druzes. C'est une puissance économique, militaire et nucléaire importante. Sébastien, c'est-tu récent? Parce que, tu sais, Ça, dans la population c'est à jour. ça. palestinienne augmente quand même. Tu sais, il y a comme Oui, mais ça l'exclut les territoires occupés. OK. OK. Ça, c'est Israël dans les frontières d'Israël. Ça Ok. l'exclut les territoires occupés. C'est les citoyens On israéliens. parle pas des Mais colons. il y a des Palestiniens quand même qui- Oui, on compte les colons juifs parce qu'ils sont citoyens israéliens. Même s'ils sont en Cisjordanie. Bon, l'État israélien les compte, Ok. mais les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza, eux, sont exclus de ces données-là. Sébastien, c'est juste que quand l'État d'Israël a été créé, puis qui ont dit, il y a des Palestiniens qui ont choisi de rester en Israël, à ce moment-là, c'est eux autres le 25%. Exactement. Exactement. En fait, il y a des Le Palestiniens citoyen israélien. qui sont israéliens à cette heure, Ouais, c'est ça. mais qui n'ont pas les mêmes droits qu'un Israélien. Exactement. Donc, pour se démêler, là, pour bien comprendre, il y a des personnes arabes, mettons musulmanes ou chrétiennes, ou druzes, là, mais mettons musulmanes ou chrétiennes, qui habitent en Israël et qui sont israéliens, qui ont un passeport israélien, par exemple, qui habitent à Tel Aviv. Et il y en a d'autres, mais qui habitent à Gaza ou qui habitent à Ramallah, et qui, eux, sont palestiniens, mais palestiniens pas israéliens. Tandis que les autres, qui sont arabes, chrétiens ou musulmans d'Israël, peuvent se considérer comme palestiniens, mais c'est palestiniens avec passeport israélien. Vous me suivez là-dessus? Puis ils n'ont pas le droit de faire tous les jobs. Alors, C'est une discrimination. Ils n'ont pas le droit de... je remonte vite, ils n'ont là, pas mais le droit de en tout gros, il y a des Palestiniens qui habitent dans le blanc ici, qui sont israéliens, et des Palestiniens qui habitent dans le vert ici, qui sont juste palestiniens, qui n'ont pas de passeport israélien. Alors, je vais maintenant, à partir de cette situation qu'on pourra redécrire puis réfléchir dans notre discussion, mais présenter un peu les positions internationales qui ressemblent, sur lesquelles ça se raccroche Québec solidaire. Et ce que je veux vous présenter, c'est tiré d'un site de l'ONU. Donc, c'est comment l'Organisation des Nations Unies parle de la question palestinienne. On y résume, là, c'est un site qui est à jour, là, qui est en ligne actuellement, et on dit, bon, premièrement, pour l'Organisation des Nations Unies, sur la question de la Palestine, il y a des droits inaliénables. Le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance et le droit de retour. Le droit des Palestiniens qui habitaient en Israël avant, qui se sont fait expulser ou qui sont partis pendant les guerres, ils ont le droit de retourner dans leur maison, retrouver leur foyer, ou sinon, ils ont le droit à avoir une compensation. Ça, c'est reconnu par la communauté internationale. Il y a aussi une position de la communauté internationale, de l'ONU, donc contre l'occupation et contre la répression. Il y a toute une série de résolutions qui s'accumulent pour mettre fin à l'occupation, à la colonisation, puis à toutes les répressions, puis aux guerres. Puis l'occupation sont pas à l'histoire à date de 67. On parle vraiment, là, je reviens vite, là, mais c'est vraiment en soi. Oups, excusez-moi. Ça n'a pas commencé en 54. Ben, C'est passé quelque chose en 54? oui, il y a eu beaucoup de guerres, mais en gros, à 54, ça a bougé, mais après, c'est revenu. Et là, c'était comme ça, 67. Et la guerre de 6 jours, là, il y a eu l'invasion. Et là, c'est à partir de 67 que ça a été les territoires occupés de façon continue. C'est bon? Ouais. Intéressant. Quand on dit occupé, ça veut dire que là, les Palestiniens, ils n'ont pas. Ils n'ont rien pas à de dire. droit. En fait, ils sont sous un régime, le régime de. Une occupation militaire, ça veut dire qu'on... là, vous allez voir, il y a des nuances, il y a des zones A, B, C, là, mais sous occupation militaire, ça veut dire que tu te lèves le matin, puis ton pays, il n'y a pas d'armée, parce que l'armée qui contrôle ton pays, c'est l'armée
de l'envahisseur qui est là. Ben, t'es pas chez vous. Il y a des checkpoints partout, ça veut dire qu'il y a des barrières, il y a un mur. Tu veux partir de chez vous, tu veux aller à l'hôpital, tu veux aller dans la ville plus de l'autre côté, ça peut prendre des heures parce que il y a des militaires qui bloquent tous les chemins. Ça veut dire que... Ben, un bon film qui résume ça, c'est un peu Hezbollah. Pas Hezbollah, mais je veux dire Inch'Allah. Oui, Inch- c'est ça. ouais. Tu sais, qui la Inch'Allah, difficulté de c'est passer, passage, puis tout ça. Ouais. C'est souvent une grosse prison. c'est ça. Il faut vraiment Ben, penser en bande termes... de Gaza, c'est encore pire, là, mais je veux dire. Il faut vraiment penser en termes d'occupation militaire. Et on va voir que l'occupation militaire, ça prend vraiment deux formes. Tu as Gaza, où c'est prison à ciel ouvert, c'est-à-dire un mur partout autour. Puis l'autre, ben, c'est plus l'occupation. C'est vraiment une occupation physique du territoire. Ça veut dire que l'armée peut débarquer du jour au lendemain chez vous, faire ce qu'ils veulent, puis repartir, puis tu peux rien faire. C'est ça que ça veut dire, une occupation. On doit être plus fort. Il y a des résolutions aussi sur les droits des réfugiés. Et l'Assemblée générale de l'ONU a été claire là-dessus, sur leur droit de retour, sur les indemnités et sur la protection des réfugiés qui est garantie par le droit international. Des réfugiés palestiniens, il y en a un peu partout. Il y en a des réfugiés dans les territoires occupés. Donc, par exemple, ceux qui habitaient dans l'Israël actuel, qui sont partis, qui se sont trouvés dans les territoires occupés. Mais il y en a au Liban, en Jordanie, un petit peu partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de résolutions contre les colonies. Ce qu'on appelle les colonies, c'est l'occupation des territoires occupés et la construction de maisons et d'usines, de plein de choses, mais surtout des maisons, en Palestine par les Israéliens. Donc là, on se retrouve avec, on dit, environ 60% de la rive occidentale qui a été confisquée de la Jordanie, vous allez voir. 33% de la bande de Gaza, mais ça a été retourné à la bande de Gaza après. Et environ 33% de la partie palestinienne de Jérusalem. Alors, on se rend compte que vraiment le pays a été contrôlé. Et quand on dit des colonies, de visu, ce que ça veut dire, parce que c'est une région qui est vallonneuse, ben, ça veut souvent dire que le top de la colline, tu as des grosses habitations modernes avec un mur autour, puis tu as une route qui passe de colline en colline pour les relier entre elles, puis les Palestiniens, mais ils habitent dans la vallée, ils habitent dans le bas, là, où les égouts ils coulent. C'est un peu ça, là, le système des colonies. C'est la forme que ça peut prendre. Et donc, ces colonies-là sont illégales, elles ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Il y a un gros enjeu sur la question de l'eau aussi, parce que c'est une région semi-désertique, et désertique pour ce qui est du sud, et la grande partie de l'eau vient de la Cisjordanie. Alors, la Cisjordanie, la façon que ça a été fait avec l'occupation, c'est que, et ça c'est encore l'ONU qui le dit, là, Israël, en matière de forage pour l'eau, des plantations et l'irrigation, a maintenu les quantités d'eau disponibles pour les Palestiniens à un faible niveau. Les politiques israéliennes garantissent que la plupart de l'eau de la Cisjordanie s'écoule vers les terres d'Israël, assurant aux colons israéliens un accès préférentiel aux ressources en eau. En conséquence, une crise de l'eau d'origine humaine dégrade les conditions de vie du peuple palestinien. Alors, c'est tel que décrit par l'ONU. En passant là-dessus, il y a eu un bon reportage à Zone Doc là, sur la mer morte. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, mais c'est vraiment qui démontre vraiment effectivement toutes les conséquences de cet enjeu-là de l'eau sur la mer morte et sur la population palestinienne. Il y a la question de Jérusalem. Officiellement, au début, Jérusalem était supposée être une ville internationale pour éviter le conflit, mais après la guerre de 48 et encore plus après l'occupation de 67, l'État d'Israël a organisé le dépeçage de Jérusalem pour en exclure de plus en plus les Palestiniens. Alors, les résolutions sont claires, la position internationale, c'est que Israël n'a aucun droit de modifier le statut juridique de Jérusalem et n'a pas le droit de construire des colonies non plus et d'expulser les Palestiniens. Quand on dit expulser les Palestiniens, ça peut vouloir dire des colons. Ils ne sont pas avec l'État israélien, mais ce qu'on appelle des colons, là, je trouve que le terme québécois résume bien un peu l'esprit. Mais des colons, c'est des personnes habituellement religieuses et fanatiques, juives, israéliennes, qui vont débarquer avec des fusils un matin, puis qui vont vider, mettons, un bloc appartement,
où est-ce que c'est les Palestiniens qui habitent. Fait que là, ils sortent les familles, ils sortent le monde, ils l'occupent. Puis là, mettons, l'autorité israélienne va dire « Ah non, on n'a pas le droit, il les laisse là. » Puis finalement, si les Palestiniens reviennent, ben là, ils envoient l'armée pour les protéger. Puis finalement, ça devient légal. Et ça, ce que je vous dis, c'est pas des anecdotes, c'est une façon de faire là, qui s'inscrit dans le temps. Je pourrais donner d'autres exemples. Suite à la deuxième intifada, quand il y a eu la deuxième révolte des Palestiniens des territoires occupés, il y a eu beaucoup d'attentats qui ont été faits par des Palestiniens en Israël. Alors, c'est la forme que pris cette lutte-là. Dans ce cadre-là, les Israéliens ont décidé de construire un mur autour de la Cisjordanie. Par contre, le tracé du mur n'était pas sur la frontière de 67. Le tracé du mur est en dedans du pays et a servi encore une fois de plus à prendre du territoire. Alors, le mur est dénoncé par les Nations Unies aussi. On précise ici que l'édification du mur qu'Israël, la puissance occupante, c'est comme son terme en juridique international. Là, on parle de la puissance occupante. Alors, la puissance occupante est en train de construire, c'est contraire au droit international, donc, et il va falloir qu'elle répare les dommages causés. Alors, on voit un petit peu de quoi ça peut ressembler, le mur. Là, le mur, c'est vraiment quelque chose de très, très haut. Là, on voit ici une auto. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez l'auto. Alors, ça, c'est pas de la clôture à vache. Là. Et ça, là, c'est le mur de Berlin, c'est tout petit à côté de ça. Pour donner une échelle, le mur de Berlin, là, ça traverse le pays. C'est vraiment, vraiment énorme. Et là, on le voit pas, là, mais c'est ponctué de tours. Il y a des tours d'observation, des miradors là, un peu partout. Et on voit ici, là, alors, vous voyez ici? Ici, ce qu'on voit, c'est la Cisjordanie. Et on voit ici le tracé prévu. Et on voit que ça zigonne, ça tourne, ils vont chercher des morceaux. Ici, on entoure des villages dans ce coin-là. Ici, on va en chercher un gros morceau. On va Et donc, c'est un énorme mur qui est en train d'être construit partout autour du territoire. Et ici, on voit plus en détail une région plus sensible. Vous voyez ici, c'est le village de Bilin. Bilin, c'est un village palestinien qui se retrouve près de la frontière. Ce qui est en jaune, c'est la Cisjordanie telle que reconnue par la communauté internationale. Ce que vous voyez en rouge, c'est des colonies, c'est-à-dire des maisons, des villages ou des villes israéliennes en territoire occupé, qui ont pris le contrôle. La ville de Bilin, ici, le village de Bilin, c'est un village d'agriculteurs, et leur terre était ici. Et là, du jour au lendemain, ils se sont fait expliquer que le mur allait passer entre le village et leur terre, qui leur permettait donc de survivre. Alors, le mur est en construction, et là, il y a un mouvement continu de mobilisation de ce village-là pour essayer de sauver ses terres. On comprend que la population palestinienne est beaucoup plus pauvre que la population israélienne. On vit entre autres de l'olive, et l'olivier, c'est pas comme un pommier. Hein? Un pommier, on le fait pousser, puis après un certain moment, ça pousse et ça produit. Et l'olivier, ça prend, et là on me contredira peut-être, mais jusqu'à 50 ans et plus, pour que l'olivier puisse produire des olives mangeables. Alors on comprend que le type de culture qui est là, ton champ, tu le lègues. Si tu plantes un arbre, c'est pour ton enfant puis ton petit-enfant. Fait que il faut que tu gardes tes champs. Et c'est un gros enjeu autour des colonies. Et on le voit bien ici, je le montre dans les coups, mais vous voyez bien la logique. Alors vous voyez, village Israël. En gros, en vert ici, on a des villages palestiniens qui ont des petites zones qui sont sous leur contrôle. Et tout ce qui est jaune autour, c'est des terres purement d'occupation militaire. Alors, en gros, c'est des petites îles dans une mer d'occupation militaire. Et ces colonies-là, vous les voyez, sont reliées par des routes qui sont faites en fonction des colonies.
et que les Palestiniens ne peuvent utiliser. C'est ça. Donc, il y a des accès restreints. Moi je ne l'ai pas dit, là, mais j'ai été 3 fois. Et par exemple, quand tu pars de Jérusalem et tu t'en vas à la mer Morte, tu traverses la Cisjordanie, mais tu n'en as pas conscience. Tu es sur une autoroute, c'est fermé, tu vois des choses, des villages au loin. Tu n'as pas l'impression d'être en territoire colonisé parce que c'est fermé quand tu es du côté israélien. L'Assemblée générale de l'ONU a repris des positions en 2012 sur le droit de l'autodétermination et l'indépendance. Et elle a été plus loin. L'État d'Israël a été reconnu comme un État non membre mais observateur de l'ONU. Et donc, palestinien, oui, excusez-moi, État palestinien. Et donc, à partir de 2012, la Palestine devient un État reconnu. Pas pleinement reconnu, mais reconnu par la communauté internationale. Plusieurs observateurs ont parlé d'une situation d'apartheid. Qu'est-ce que ça veut dire, apartheid? Apartheid, c'est un terme qui a été inventé en Afrique du Sud pour expliquer un système de discrimination systématique, raciste, qui faisait que selon si tu étais blanc, si tu étais noir, si tu étais métis ou si tu étais indien, tu avais différents statuts. Et il y avait des bantoustans. Un bantoustan, c'était des territoires dans lesquels les personnes avec moins de droits étaient confinées et étaient obligées de vivre de façon confinée. Alors, il y a beaucoup de chercheurs, des enquêtes des Nations Unies, des groupes de droits de l'homme qui ont fait des parallèles entre la situation en Israël et particulièrement en Cisjordanie et la question de l'apartheid. Entre autres, Jimmy Carter, ex-président des États-Unis, a écrit un livre, Palestine, Peace, Not Apartheid. Desmond Tutu, qui était archevêque aussi anglican en Afrique du Sud, donc qui s'est battu contre l'apartheid, prix Nobel de la paix lui aussi, a fait ce genre de parallèle-là entre l'apartheid et la situation en Cisjordanie et à Gaza. Pourquoi qu'on dit que c'est un système d'apartheid? À cause des colonies, un système d'identification. Quand tu passes la frontière, les checkpoints, les barrières militaires qu'il y a partout, ben, selon tu as un passeport palestinien ou israélien, c'est pas la même chose. Les routes séparées, les postes de contrôle, la discrimination sur le mariage aussi, les barrières de séparation, les travailleurs palestiniens qui se servent de cheap labor, qui n'ont pas les mêmes droits du travail, donc l'enclavement de la Cisjordanie et les inégalités devant les infrastructures, entre autres juridiques, la terre, les ressources comme l'eau. Ça, c'est toutes des caractéristiques d'un système d'apartheid qu'on retrouve en Palestine occupée par Israël. Vous voyez un peu, ça c'est une carte de l'Afrique du Sud, vous voyez un peu c'est quoi les Bantoustans? Alors ça ressemble un peu aux Bantoustans en Afrique du Sud. Et là, ben, c'est la Cisjordanie actuelle. Alors c'est une carte qui est ironique, parce qu'elle est faite avec comme si c'était de l'eau. C'est comme si c'était un archipel d'îles. En fait, c'est pas des îles, on s'entend. C'est les territoires palestiniens sous contrôle palestinien. Et qu'est-ce que vous voyez entre? Ben, ça, c'est les zones d'occupation. Donc, vous comprenez que moi, j'habite là, puis je veux traverser ici. Ben, c'est juste à côté. Il faut que je passe à travers un bouclage, un contrôle militaire de la puissance qui contrôle mon pays. Cette situation-là, il y a toute une série de mobilisations qui existent sur la planète contre, incluant en Israël. En Israël, il y a eu des grands mouvements, comme La Paix maintenant, qui est le principal mouvement qu'il y a eu là-bas, qui a mené à des mobilisations jusqu'à 400 000 personnes contre la guerre en Liban en 82, 100 000 personnes plus tard. Il y a eu des diminutions que j'ai expliquées un petit peu tantôt avec la question des négociations. Mais encore en 2014, pendant la guerre au Gaza, malgré le battage médiatique et la propagande qu'il y avait, il y a 10 000 personnes qui se sont rejointes à Tel Aviv pour dénoncer la guerre contre Gaza. Il y a toute une série de groupes aussi qui existent en Israël, des associations de femmes pour surveiller les checkpoints, des soutiens aux activités agricoles, des Women in Black, c'est des femmes qui font des manifestations chaque semaine depuis 20 ans, des marches silencieuses. Donc il y a toute une série de groupes en Israël avec qui on peut faire un travail là, vraiment intéressant pour établir la paix là-bas. Des groupes qui sont minoritaires, qui sont pas appuyés par toute la population, mais il y a
c'est à partir de ce mouvement-là, je pense, qu'on peut construire la paix. Ils font partie de la solution. Il y a un débat sur les solutions. Et là, je le dis rapidement, parce que c'est un débat qui est un peu infini, mais chez les Palestiniens comme chez les Israéliens sur la paix, la solution, c'est quoi? Est-ce que c'est deux États, une Palestine et Israël séparés et égaux, mais comme deux pays séparés, ou tellement l'occupation est rendue loin, et ça, il y en a beaucoup de Palestiniens qui le pensent, ça ne serait pas mieux d'avoir un État binational égalitaire, c'est-à-dire une fusion de la Palestine et d'Israël, et que tout le monde ait des droits égaux. Alors ça, c'est un débat qui traverse le mouvement. La communauté internationale a pour position les deux États séparés, mais pour avoir été fait une tournée de solidarité en Palestine, beaucoup de personnes en Palestine pensent que là, c'est plus possible. La solution là, de la Palestine, ça ici, là, ça ne peut pas faire un État. C'est ça, là, ils sont plus pour la fusion, pour la reconnaissance des droits. Alors ça, c'est vraiment un débat qui traverse le mouvement en Palestine et un peu partout dans le monde aussi. Alors je reviens ici. Le Canada, un État colonial, et là, je vais faire un petit croche. Parce que je vous dirais que sur les questions palestiniennes, des fois on va réflexe de beaucoup prendre des positions tranchées. Mais moi je pense, si on a une perspective de gauche, il faut être capable de voir qu'il y a des éléments qu'il y a là-bas, qu'il y a eu ici et qu'il y a encore ici, au Canada. Alors je vais faire des parallèles qui me semblent importants à faire. Parce que le Canada, le pays dans lequel on vit, c'est aussi un État colonial. C'est-à-dire que ce n'est pas un État, c'est un État qui est né de la conquête de terres de personnes qui ont perdu leurs terres, principalement l'invasion des terres autochtones. Et je vais même jusqu'à poser la question, est-ce que le système de réserve autochtone a des parallèles avec le système des Bantoustans? Alors, ce n'est pas la même chose, mais il faut comprendre que la question autochtone a des éléments de ce type de logique-là. Et plus, si on remonte dans notre histoire aussi, le grand dérangement, donc l'expulsion des Acadiens en 1755, la conquête militaire ici, l'écrasement de la rébellion des Patriotes, la conquête de l'Ouest, l'écrasement des Métis, la participation aussi. Donc ça, c'est tous des moments de notre histoire qui marquent le Canada comme État colonial. Et qui fait, entre autres, que les Québécois et les Québécoises ont, par rapport aux Canadiens, par rapport aux États-Unis, une plus grande sympathie sur la cause palestinienne parce qu'il y a des parallèles à faire avec la situation et l'histoire. Et le Canada, ben lui, son rôle, ça a été historiquement d'embarquer dans les guerres de l'Empire britannique puis états-unien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des positions qui étaient avant plus critiques. Le Canada était déjà plus critique sur Israël et aujourd'hui, c'est un appui total par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Le gouvernement canadien, c'est à peu près le gouvernement qui est le plus pro-israélien, plus que les États-Unis, plus que tout ce qui existe. Et le Canada a perdu sa position internationale à cause de ça. Il est même arrivé à ne plus être réélu au Conseil de sécurité parce qu'il y avait trop de pays qui trouvaient que notre position sur Israël n'avait pas d'allure. Sur Israël et sur l'environnement. Donc, comme le Canada a perdu sa position internationale à cause de ça. Des actions possibles, et là je conclue là-dessus. Et il y a peut-être probablement des personnes qui vont pouvoir compléter. D'un côté, du côté des revendications, donc j'ai bien présenté les résolutions historiques de l'ONU pour la création d'un État palestinien viable, contre les politiques de l'État d'Israël, d'occupation, de colonisation et de discrimination intérieure. Et au Québec et au Canada, contre l'appui politique, économique et militaire qu'on donne à Israël. Parce que le Québec et le Canada, on est des alliés d'Israël. On a beaucoup de commerce, on vend des armes, on donne un appui politique. Et si on a quelque chose à faire, la première chose à faire, c'est d'agir sur nos gouvernements pour que cet appui-là cesse. Et aussi, ça s'inscrit dans le cadre d'une vision qui est contre le racisme. Un racisme contre particulièrement les Arabes et les musulmans qui, depuis le 11 septembre encore plus, est très présent dans la société. Mais aussi un racisme contre les Juifs, où c'est important dans toute la réflexion sur la question israélienne et palestinienne de bien différencier
l'État d'Israël, des Israéliens et de la communauté juive au Québec ou ailleurs. Alors, il y a des liens, bien sûr, mais ça s'inscrit dans une vision, en tout cas pour ce qui est de Québec solidaire, qui dénonce le racisme de toutes parts. Québec solidaire, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, nous, de notre côté, on participe et on soutient le mouvement pour la paix au Québec. On a participé à la campagne BDS, le boycott des investissements et sanctions. On pourra en reparler. On a Manon Massé, qui est actuellement député, qui a participé au Bateau pour la paix. Ça, c'était en 2011. Donc, une flottille de bateaux qui ont voulu aller porter des médicaments à Gaza. Il y a eu 2 flottilles, une année puis l'autre. Et la première flottille qui voulait aller porter des médicaments et du matériel de construction à Gaza, ils ont été attaqués par l'armée israélienne et il y a eu plusieurs morts. Pas la deuxième, pas celle de Manon. Et il y a eu de nombreuses motions au Parlement, ici à l'Assemblée nationale au Québec, qui dénoncent régulièrement les attaques israéliennes. Donc à chaque fois qu'il y a une guerre, Québec solidaire emmène des motions sur ce sujet-là. Et il y en a 2 qui étaient plus spécifiques. En décembre 2012, sous l'initiative de Québec solidaire, pour la première fois en 25 ans, l'Assemblée nationale a pris une position officielle pour le droit de la création d'un État palestinien. Et en 2013, il y a eu une proposition aussi contre la Nakba, c'est-à-dire pour souligner le jour de la naissance de l'État d'Israël en 1948 et le fait qu'il y a 750 000 Palestiniens qui sont devenus réfugiés par la guerre qui s'en est suivie. Donc, on a emmené une motion pour souligner ça, mais ça a été rejeté. Alors, vous voyez que Québec solidaire est, dans tout le Canada, le seul parti qui a des positions claires sur la question palestinienne et qui, finalement, défend jusqu'au bout les positions, entre autres les positions de l'ONU.